Et c'est parti pour le point marché de Gazer. Let's go. Let's go. Tu me dis, N'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, dans les commentaires. Hein, je relayerai vos questions. N'hésitez pas à participer. Et au passage, n'hésitez pas aussi à nous poser un petit like. On se retrouve sur notre Bitcoin. Bon, déjà, à première vue, on commence un petit peu dans les time frames un peu plus élevés. On voit bien, donc là, on est en weekly. J'ai mis les petites moyennes mobiles parce que je trouve que c'est assez visuel. On voit bien que là, on est en train de travailler, de rebondir sur la moyenne mobile 50 en jaune, que celle en bleu, c'est la moyenne mobile 100. En orange, la moyenne mobile 200. Typiquement, par exemple, au dernier cycle, au dernier bull run, on a vu que cette moyenne mobile 50 avait vraiment fait office de support. On est passé plusieurs fois en dessous, mais à chaque fois, on a clôturé. Voilà, c'était des mèches qui ont été ravalées. Sauf cette fois-ci où on a clôturé en dessous, mais on a eu directement ensuite. Voilà, c'était vraiment ici la clôture en dessous, c'était la panique. Et derrière, c'était un fake out où on a réintégré, on est reparti faire un ATH. Donc, on va pas forcément faire la même chose qu'ici. Et l'idée, c'est que là, on est sur des supports long terme. Donc, on peut passer en dessous très clairement, mais en termes de position, c'est déjà mieux de se positionner quand on touche cette moyenne mobile que lorsqu'on était assez éloigné de cette dernière. En gardant en tête que la prochaine est à environ 65 000 $ sur BTC pour le prochain support de la moyenne mobile sans période. J'aime vraiment bien regarder cette dernière, pareil en monthly. Donc, voilà, on est assez haut. Les moyennes mobiles qui viennent tranquillement ici rattraper le RSI qui est ici dans une zone d'achat tranquillement. Ce qu'on aime voir sur le RSI, c'est vraiment qu'on casse pas, en fait, qu'on fasse pas un M sur le RSI. Donc ça, c'est en monthly, qui sera un indicateur vraiment bearish, qui sera vraiment un mauvais indicateur qui finalement, là, si on peut le reproduire ici, tac, vous voyez qu'ici, là, hop, on a validé, par exemple, ce M de RSI. Et derrière, on est assez bas. Et on l'a validé quand on était encore ici. Donc, on était à peu près à 45 000 $. Donc, c'est un signal qu'on ne va pas vendre au top. Hein, mais par contre, on va vendre quand même assez haut pour éviter une baisse si on passe de 45 000, 50 000 $ à 15 000 $, ça fait très mal. Donc, l'idée, c'est de surveiller ces 60 de RSI en monthly, de ne pas passer en dessous. Parce que c'est vrai que si on passe en dessous, là, c'est un signal long. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment pas bon du tout pour BTC. Si on veut espérer avoir une once de chance d'aller chercher un nouvel ATH et les 150 000, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on tienne ce RSI, qu'on fasse quelque chose comme ça. C'est un peu l'idée. Maintenant, est-ce qu'on le fera? Je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'il faut attendre que le cours se développe. Malheureusement, il faut être patient. Donc, on va passer. N'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions, Buty, ou si tu as des choses à rajouter. Hein. Pas de souci. On va passer. J'ai le commentaire de Dornalen qui dit We are so back en 15 minutes. Ne boudons pas notre plaisir. Totalement. Sur BTC en daily, donc on voit qu'on est en train tranquillement de travailler cette zone ici des 85 000 $, 80 000 $. C'est pas moche ce qui est en train de se former. Maintenant, il n'y a aucune confirmation très clairement de retournement. Ce que je vais surveiller pour se dire, OK, on va aller chercher un beau rebond, ce serait cette résistance au niveau du RSI. Donc, j'utilise beaucoup le RSI. Très clairement, je trouve que c'est un indicateur super intéressant. Trendline, c'est vraiment... On voit ici en fait que le RSI en daily, du coup là on est passé en daily, on voit qu'il a buté ici au niveau des 50 de RSI sur cette mèche. Il a rebuté ici sur cette mèche-là à 98 000 $. On a rebuté ici à 95 000 $ plus ou moins. Et ici encore une fois, ici à 88 000 $. Donc on a vraiment buté plein de fois. Et ce qui me ferait dire, OK, on va pump pour chercher toutes les liquidités. Voilà, c'est les petits traits violets ici. Pareil pour cette trendline en jaune, c'est de la liquidité que le marché va avoir envie d'aller chercher avant d'aller peut-être plus bas, parce que c'est des gens qui sont en train de shorter et les stops, ils les placent justement sur ces niveaux ici. Et donc, c'est vraiment le marché aime aller chercher ces stops ici avant possiblement de faire un mouvement dans l'autre sens, tout simplement. Ouais. Donc, c'est vrai que si le marché a envie de faire ça, ce que je vais surveiller, c'est la cassure de ce RSI ici, de cette ligne des 50. Et c'est vrai que si on casse la ligne des 50, ça représente peut-être un truc comme ça. Et là, ça me ferait dire, OK, je rentrerai peut-être ici vers les 86 000 $, 87 000 $ pour possiblement jouer un rebond. Maintenant, là, on parle sur un profil un peu plus court terme. Sachez que voilà, il y a court terme, moyen terme, long terme quand vous investissez. Donc, très clairement, comprenez dans quoi vous êtes, quel est votre profil.
Parce que forcément, si vous êtes à un profil long terme, vous dites, ah, ok, là, il vient de me dire que si on casse le 50, c'est le bon moment pour rentrer dedans. C'est le bon moment pour jouer un rebond. C'est pas le bon moment peut-être pour jouer 6 mois, 1 an sur BTC. C'est un peu ça l'idée. Enfin, bon, 6 mois, 1 an. Plus on va sur du long terme, Bitcoin pour moi sur du long terme, c'est-à-dire 3, 4, 5, 10 ans, peu importe, c'est le bon moment, n'importe quel prix pour moi. Sur Bitcoin uniquement, je pourrais rajouter Ethereum aussi, même si Ethereum me donne un peu tort puisqu'on n'est pas allé faire un nouvel ATH lors de ce cycle. Et c'est un truc vraiment que vous devez comprendre. Votre horizon d'investissement est super important dans votre plan vraiment d'investissement et dans les actions que vous réalisez. Ouais, tout à Donc fait. là, Vous pouvez tout à fait avoir une poche long terme et avoir une poche plus active à côté. Les seuils d'achat et de vente ne sont pas du tout les mêmes, hein. c'est ça, grave, c'est exactement ça. C'est important de diviser un petit peu son portefeuille. Typiquement, quand on fait du low cap, ma poche low cap, elle est bien différenciée de ma poche long terme. Et cette poche low cap, quand elle grossit, quand je fais des bons coups en low cap, eh bien, je n'hésite pas à prendre des profits et à dispatcher dans mon wallet moyen terme. Donc, peut-être un wallet que je vais suivre plus des tendances. Par exemple, je sais pas, investir sur des agents IA lors d'une tendance, investir sur un launch comme Chain, par exemple, qui vient de se lancer. Voilà, c'est un peu un swing trade et une poche vraiment long terme où là, je me dis, OK, j'achète peut-être intercycle, donc un horizon peut-être de 2 ans, ou alors j'achète pour 4 ans, 5 ans, 10 ans du Bitcoin, de l'Ether et je ne compte pas en revendre avant. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, c'est vrai que je vais surveiller ce RSI à 50. Si on le casse, ça pourrait me signaler qu'on va aller peut-être un peu pousser au-dessus des 95 000 $. Voilà, cette zone, en tout cas, des 95 100 000 $, qui risque d'être vraiment bien défendue parce que forcément, 100 000 $, c'est le chiffre psychologique. Et c'est là où on aura un petit peu de vendeurs qui vont reprendre un peu la main pour essayer de défendre, on va dire, l'ancien ATH qu'on a connu. Donc, c'est ce qu'on va surveiller. Maintenant, si déjà, si on casse les 50 de RSI, on peut très bien réintégrer, hein. Il y a pas de, c'est pas parce qu'on casse les 50 que c'est bullish et c'est bon. On va forcément à 100 000 $. Donc, on va à surveiller et on peut très bien réintégrer. Et par contre, forcément, si on ne casse pas du tout les 50, pour moi, la continuation logique, ça va être de continuer la baisse, hein, très clairement, sur BTC. Parce qu'on est en tendance baissière en daily et qu'on n'a aucun signal de retournement pour l'instant. Donc, on va privilégier ce qui est le plus probable, donc qui est la continuation baissière. Donc, on aura tout simplement le premier niveau à venir chercher, qui sera celui-ci, où là, pareil, ça va être une zone de confluence où il y a de la liquidité en dessous. Là, toutes les personnes qui sont en train de long le marché, donc pareil, à la hausse, vont placer leur stop généralement sous ce niveau de 76 000 $. Donc, il y a des fortes chances déjà qu'on vienne le chercher. Et si on vient le chercher ensuite, très clairement, je pense qu'on a une belle zone de confluence qui est tout simplement tous ces anciens tops. Donc, hop, je vais mettre comme ça. Tous ces anciens tops ici de mars qu'on avait consolidé sur plusieurs mois. Très, très chiant cette période. Mais bon, finalement, je la préfère à celle-ci où on a encore plus peur, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que ces tops-là, c'est une zone où il y aura beaucoup de demandes, très clairement, hein, sur BTC. Et pareil, je vois qu'ici, on a un fair value gap, là, par exemple, ici, où c'est une zone qui est très souvent retravaillée par le cours. Donc, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de confiance dans les 75 000 $, 71 000 $, où le cours pourrait revenir travailler avant d'entamer un vrai rebond. Donc, à surveiller. Maintenant, voilà, c'est un peu ça. Soit on monte, soit on descend. C'est un petit peu malheureusement l'idée. On pourrait faire quelque chose comme ça. À avoir en tête dans votre gestion de votre portefeuille, c'est surtout ça l'idée. Si vous êtes exposé actuellement sur le marché, et c'est sûrement le cas si vous regardez ce live, l'idée c'est que si le marché pump maintenant, peu importe si le marché pump maintenant, eh bien que vous ne soyez pas dégoûté, hein, parce que on reste dans un contexte qui est bon, on va dire, au niveau des cryptos, même si voilà, on a un risque de récession, etc. Pour les cryptos, j'ai l'impression que ça n'a jamais été autant bullish, hein, que ce soit Trump, etc. Qui aurait pu imaginer Trump lancer un même coin? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est des choses où on est en train d'essayer de démocratiser de plus en plus l'écosystème. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais il faut garder en tête que ça reste quand même très bullish globalement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de gros catalyseurs haussiers pour l'instant. Comme ça, je ne sais pas si tu en vois, toi, Bulti, des gros catalyseurs haussiers sur le marché.
Non, bah non, 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 il y a non, de gros catalyseurs aussi, honnêtement, à l'instant T, j'en vois pas. Après, il peut toujours y avoir une news qui pop d'un coup comme ça, je dis n'importe quoi, mais un accord de paix en Ukraine signé sans trop qu'on s'y attende, ou des choses comme ça, mais ça peut arriver tout le temps. C'est les Black Swan et les White Swan, hein. Mais là, en Exact. l'état, non, 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 moi je suis toujours assez ouais, attentiste, c'est-à-dire j'observe encore ce marché-là. J'ai du cash de côté, mais là, je suis pas à l'aise à in sur ces niveaux-là, en tout cas sur BTC. Donc ouais, là, je suis plus en phase d'observation. C'est les phases un petit peu chiantes aussi, hein. C'est pour ça qu'on parle de capitulation par le temps, hein. C'est frustrant de regarder ce marché, d'être toujours dans des zones pas assez chères pour qu'on in et trop chères pour qu'on vende. L'inverse d'ailleurs. Trop cher pour qu'on achète et pas assez cher pour qu'on vende. C'est Euh, cher pour ouais. oh, oh, et BTC 15 000, non, non, c'est pas assez cher. Je rentre à Non. 80 000. Mais voilà, après, il faut savoir aussi observer les choses, pas tout le temps être en suractivité. Ça fait partie du marché. Je pense que les gens qui dégagent le plus de perfs, c'est des gens qui sont actifs au final qu'assez peu, en termes de temps, en proportion assez faible par rapport au temps d'inactivité, quoi. Donc voilà, moi je suis en phase d'observation de ce marché parce que je trouve qu'on est un peu dans un espèce de ventre mou. Je vois pas, je pense qu'il y a aussi une usure des gens qui fait qu'il y a pas non plus le gros. Enfin, les gens ont déjà eu leur peur entre guillemets, donc la pression vendeuse, elle s'est un peu affaiblie, mais en même temps, je vois pas de catalyseur qui ferait qu'il y ait de la grosse liquidité qui arrive sur ce marché à court terme tout du moins, hors surprise. Donc, ouais, c'est la phase inconfortable d'observation actuellement dans laquelle je suis à titre perso, quoi. Ouais, 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 ouais. Moi, c'est exactement ça. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de, comme a dit, soit ça peut pump d'un coup avec une grosse news, pareil, et de l'autre côté, ça peut aussi dump d'un coup avec une grosse news. Donc l'idée, c'est vraiment, bah, si ça pump, bah, vous êtes exposé quand même peut-être à un certain montant en fonction de votre profil. Si vous êtes très très long terme, vous avez voilà, des revenus récurrents et que vous pouvez investir tous les mois et que ça représente une petite partie de votre patrimoine, bah, dans ce cas-là, par exemple, c'est un profil typiquement qui pourrait bah, juste s'en foutre et être investi dessus. Et peu importe si ça baisse, si ça monte, bah, c'est pas grave parce que je suis pas beaucoup investi. Si ça descend, c'est même tant mieux parce que je peux rentrer et faire grossir mon bac de Bitcoin parce que j'ai un horizon 5 ans, j'ai un horizon long terme. Typiquement, c'est un Mhm. exemple. Il y a un autre profil qui est un profil où bah, peut-être j'ai 50-70% d'exposition crypto, hein, vraiment de mon patrimoine en crypto. Je ne peux pas mettre tous les mois parce que je suis peut-être encore étudiant ou peut-être parce que bah, j'ai juste un salaire qui ne me le permet pas et j'ai aussi des responsabilités qui ne me le permettent pas. Bah, dans ces cas-là, n'hésitez vraiment pas, même si ça fait mal de vendre à perte ou même de vendre en gain. Et souvent, c'est vos positions qui sont en gain qui sont les positions les plus risquées de votre portefeuille. Gardez-le en tête, hein. Typiquement, TAO, par exemple, c'est l'une de mes plus grosses positions. Je suis en gain dessus, malgré qu'il soit à 230 dollars actuellement. Mais pourtant, c'est ma position la plus risquée, parce que c'est ma plus grosse position et c'est la position la plus volatile en réalité, quasiment dans mon top 3 des positions, quoi. Enfin, Ouais, donc, bien c'est sûr. sûr. C'est quelque chose que vous devez avoir. C'est pas parce que votre position est en gain, x2, x3, x4, fois plus, que vous vous dites que c'est la position la moins risquée. Au contraire, c'est la plus risquée. Vous devez updater, on va dire, votre solde mental. C'est très dur. C'est de l'argent réel que vous avez actuellement investi sur du TAO. Et cet argent-là, vous devez le protéger. C'est vraiment hyper important de la protection de son capital, surtout dans des moments incertains. Et n'hésitez pas à attendre que bah, justement qu'on ait des confirmations, quitte à racheter plus haut, c'est pas grave, mais au moins si vous êtes plus serein, vous dormez mieux la nuit, c'est super, super important, vraiment. Oui, oui, c'est clair. Et puis après, quand on a des confirmations, on achète plus haut, mais on met aussi des sizes plus importantes. Donc en termes de gains, ça peut être kiff-kiff entre mettre une size plus importante plus haut et mettre une petite size plus bas dans l'espoir d'un rebond, quoi. Donc moi, j'ai pas de problème forcément à acheter plus haut avec plus de conviction. Mais là, en l'état, voilà. Ah On ne ouais, sait ouais, jamais ce ouais. que ça peut donner, mais voilà. Donc voilà. Donc en conclusion, Ouais. excuse-moi, vas-y. Non, je disais Vas-y. qu'au niveau macro, il y a des choses qui se passent aussi avec l'Iran, là. Ouais, 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 grave. Trump qui met des bombardiers, qui met des missiles aussi. Donc, il y a encore des mauvaises nouvelles, j'en vois, des potentiels. Des bonnes nouvelles, j'en vois aussi sur l'Ukraine, mais pour l'instant, elles ne sont pas matérialisées et je n'ai pas la maîtrise là-dessus. Donc voilà, pour l'instant, je vois plus de catalyseurs une grosse incertitude que on a bottom, quoi, pour l'instant. Mais ça n'exclut Ouais, pas qu'on ait bottom. clairement, clairement. Et puis, bah, regardez, le crack Covid, ça a été
l'une des plus grosses opportunités, on va dire, d'une décennie. Typiquement, si le marché crash d'un coup, ça serait une grosse opportunité. Maintenant, tout le monde ne pourra pas la saisir parce que tout le monde n'aura pas eu ce bon, on va dire, risk management, on va dire, au niveau de la monnaie. C'est important de garder une poche de liquidité tout le temps. Ouais. Toi, tu es exposé à quelle hauteur là actuellement? À peu près à 50%, je pense, Ok. plus ou moins. Donc, sur quand même des actifs assez solides. J'ai vu vraiment d'alcool, que des leaders. Typiquement, j'ai du TAO en leader, j'ai beaucoup d'Ether, BTC, un petit peu de Solana. Sinon, après, très peu d'alcool en réalité. Ouais. C'est vraiment, voilà. Par contre, je surveille le marché pour autant. Dans ces phases-là, c'est là où c'est intéressant quand même de surveiller ce qui se trame. Parce que quand le marché va reprendre des couleurs, on aura des beaux multiples, que ce soit en low cap, et on reviendra un petit peu sur quelques low cap intéressantes juste après. Mais que ce soit aussi sur les avancées un petit peu de chaque projet. Je pense à TAO avec les subnets. Alors, Victor a bombardé le sujet. J'ai plus grand-chose à dire dessus, j'ai l'impression. Mais voilà, TAO, les subnets, sachez qu'il y aura des très beaux multiples à faire. Est-ce que c'est le moment? Je ne sais pas, parce que le marché est quand même dans une phase où il va se dérisquer. Donc, c'est vrai que les subnets de TAO, ça reste très risqué. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, chaque subnet de TAO, maintenant, vous pouvez acheter du dynamique TAO, on l'appelle comme ça, le dynamique TAO. En fait, ça correspond au subnet à un token de votre subnet, tout simplement. Et donc, c'est volatile dans le sens où si le subnet marche bien, le token va prendre en valeur et vous pouvez faire un x2, x3, x4, voire plus sur votre bague de TAO. Par contre, si vous rentrez sur un subnet qui ne performe pas du tout, à l'inverse, vous pouvez perdre vos TAO. Donc, c'est un stacking qui n'est pas où vous stackez, vous gardez vos TAO, vous gagnez des rendements. C'est vraiment vous échangez vos TAO contre le token du subnet. Donc, celui-ci fluctue. Et donc, si vous le revendez plus haut au prix auquel vous êtes rentré, vous allez récupérer plus de TAO en fonction du prix du TAO aussi. Faites attention. Et si vous le revendez plus bas, vous gagnez moins de TAO. Du coup, vous perdez des TAO. Donc, voilà, il y a plus de risques, mais c'est quand même un sujet qui sera très intéressant quand TAO aura marqué son point bas et qu'on aura un peu plus de risques à prendre sur le marché, quand le marché voudra prendre plus de risques. Donc, pour clôturer là-dessus, pour moi, je reste dans le scénario le plus probable, c'est celui-ci pour moi, d'aller chercher plus bas. Maintenant, le marché s'en fout de mon scénario que je privilégie, très clairement. On pourrait aller chercher directement ici. Donc, en tous les cas, je vois bien un rebond revenir plus ou moins dans une box ici pour ensuite voir si on tient les niveaux. Peut-être, OK, on va plus haut. Ou alors ensuite, malheureusement, aller recreuser plus bas et travailler plus longuement cette grosse zone ici entre les 55 000 $, les 70 000 $, plus ou moins. C'est un peu comme ça que je vois. Est-ce que tu t'es fixé un seuil d'invalidité, en gros, où tu vas vendre tes cryptos en te disant, ça y est, on est en bear, quoi? Justement, les cryptos que je hold, en fait, c'est des cryptos qui ne me dérangent pas de holder, on va dire, très longtemps. C'est un petit peu ça l'idée. Moi, mon seuil mon seuil d'invalidation, ça va beaucoup être monthly, justement, ce double top sur le RSI que j'avais parlé au début. Pour moi, si on confirme, si on casse les 60 de RSI en monthly, c'est qu'on va passer dans une tendance qui n'est plus haussière pour moi. Et donc, je vais tout simplement attendre une correction plus long terme sur le marché global et donc me dérisquer par rapport à ça. C'est vraiment un signal, pas un signal, et gardez-le en tête, plus vous prenez une time frame élevée, plus vous enlevez le bruit de fond, et c'est important. Et donc, comme je reste un investisseur, j'aime privilégier des grosses time frames pour prendre ces décisions-là. Et typiquement, là, ça va être vraiment une clôture monthly en dessous de ce plus bas au niveau du RSI, celui-ci. Hop, celui-là à 60,77. Okay. Donc, ça va être vraiment ça que je vais regarder, Buty, pour répondre à ta question. Donc, toi, tu ne prévois pas de vendre tes cryptos parce que tu es sur des positions plus long terme, quoi. Voilà, et là, je suis plus dans une phase où si BTC descend, je vais rentrer mes stables dedans pour jouer le rebond, plus ou moins. Ah ouais, d'accord. Plus dans une phase comme ça. Okay. C'est-à-dire que là, sur ce sur quoi je suis investi, tant que je n'ai pas ma confirmation baissière monthly, je reste investi dessus. Parce que tout simplement, vu que je n'ai pas de confirmation baissière monthly, le monthly reste aussi. Tu vois, j'ai envie de te dire, personne ne short une charte comme ça. Là, les personnes qui shortent ça, en monthly, je te parle, Ouais.
très dangereux de faire ça, de shorter chart en monthly qui ressemble à ça. Donc, pour le coup, je reste sur ma time frame la plus élevée, donc qui est monthly, qui est haussière. Et donc, pour l'instant, mes positions plus long terme, je les garde. Maintenant, voilà, le RSI, ça va être à checker parce que si on casse et on valide ce M du RSI, on valide une divergence baissière, on valide un mauvais signal sur du monthly, qui est une grosse time frame, et donc possiblement une correction vraiment plus importante. Et à ce moment-là, par contre, il y a une chance que je me retrouve à 15-20% exposé, quoi, plus ou moins. Ah ouais, d'accord. Voilà exactement mon plan. Ok, est-ce que... Ouais, vas-y. Non, je disais, c'est important d'avoir que vous ayez ce plan-là, que vous fassiez ce travail psychologique, parce que c'est un peu, voilà, c'est pas, on peut dire c'est de la branlette intellectuelle, mais au moins vous êtes préparé, vous savez, ok, vous rentrez dedans, mais ensuite, qu'est-ce que vous faites? C'est important, même si vous êtes investisseur, on va dire long terme, c'est quand même important d'avoir des niveaux d'invalidation parce que ça va tellement vite les cryptos que c'est important de se dire, ok, non, mon plan ne tient plus la route, je préfère couper mes pertes de la position ou mes gains si vous êtes bon. Donc voilà. Et sur Ethereum, tu gères comment? Typiquement, pareil, Ethereum, pour le coup, c'est vraiment position long terme. Ça me dérangerait pas. Enfin, je peux vraiment imaginer passer sous les 1300, 1500 $. Même en réalité, il y a un monde où il passe sous les 1000 $ Ethereum si BTC décroche totalement, hein. Mais pour le coup, je suis sur du long terme. Et voilà, c'est investissement long terme Ether. Je reste bullish sur Ether. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'a pas fait grand-chose lors de ce cycle, qui n'est pas de finir, mais il n'a pas fait grand-chose. Donc, ce qui me dit que, comme un élastique qui est en train de se tendre un petit peu, il y a un monde où il fait quelque chose de très intéressant pour le prochain cycle, quoi. Ouais. Donc voilà à peu près Ethereum. C'est vrai que Ether va suivre BTC. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu la de Ether contre BTC, on voit que voilà, il a sous-performé BTC. Ça bug un petit peu, j'ai l'impression. Il a sous-performé BTC depuis, on va dire, on va prendre ce top ici, depuis septembre 2022. Donc ça va faire plus de 2 ans, 2 ans et demi, que Ether sous-performe, mais vraiment sous-performe bien quand même. On est divisé par 4. Donc Bitcoin a performé 4 fois plus que Ether, on peut le voir comme ça. Et là, par contre, on revient sur une zone qui a été travaillée ici en 2020-2019, plusieurs mois. Et c'est une zone où je pense on va avoir quand même de la demande. Cette charte est beaucoup regardée et il faut garder en tête, Ether a toujours été très corrélé à Bitcoin. Ether, voilà, c'est quand même là où tout se build. Il y a vraiment plein de choses positives. C'est pas aussi sexy, spéculatif que Solana, mais ça tombe bien parce que c'est une passe qu'on a envie sur de l'investissement long terme. On ne veut pas quelque chose de spéculatif parce que ça fluctue trop. Typiquement, acheter du sol pour du long terme. Le sol, il y a un monde où on le revoit en dessous des 30 $. Je vous le dis honnêtement. Il y a vraiment un monde où sol, on le voit sous les 30 $. Ether, il y a un monde, pour moi, il n'y a pas un monde où il divise, il perd autant que Solana si on corrige. Oui. Donc, c'est vrai que je préfère, et puis avec ce setup-là, on rentre dans une zone qui peut être intéressante pour du long terme. Mon Trevor le montre un petit peu, tu vois, ce que j'imagine dans ma tête. Maintenant, voilà, c'est beau d'imaginer, on va voir ce que Ether fait. Mais je pense qu'il ne va pas, on va dire, énormément sous-performer Bitcoin. Je pense que le plus gros de la sous-performance est faite. Et regardez, en RSI, on rentre en zone de survente, hein. Et c'est la première fois depuis que l'Ether rentre en zone de survente. Donc, oui, on est sur des niveaux très intéressants pour acheter de l'Ethereum, je trouve, pour du long terme. Ok. Et tu ne penses pas qu'il y a quelque chose de cassé sur Ethereum, comme j'ai pu entendre à droite à gauche? Moi, je veux juste des preuves, en fait, tu vois. Si on me montre que l'activité diminue, je sais pas, en fait, tu vois, il n'y a pas d'argument. Alors que, voilà, Ether, ça reste, c'est Ether où tout se build, tu as plein de leaders 2 qui se greffent sur Ether. C'est toi qui m'avais montré, je crois, Buti, la supply, j'avais checké sur DeFi Lama, que la TVL, voilà, TVL en Ether est quasiment à son atterrage. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'Ethereum sur le mainnet d'Ether, tout simplement, sur la blockchain. Alors qu'Ether il est en train de peiner un petit peu. Mais pourtant, il y a plein de choses qui s'y passent. Donc, les volumes ne sont pas extravagants. Mais là, j'ai regardé hier, je crois que c'était hier quand j'ai fait le live sur Squazar, et j'ai réalisé que Ether, hier, a fait 2 fois plus de volume que Solana. Tu vois, donc en vrai, Ether se défend bien quand même. Et c'est du volume qui n'est pas drivé par de la spéculation.
c'est ça l'idée, c'est que c'est un volume qui est natif, qui est un volume d'utilisation par les utilisateurs qui font de la DeFi principalement, parce que c'est vrai que les low cap sur Ether, c'est pas ça actuellement. Mais par contre, il y a un monde où on commence à avoir de la spéculation sur Ether parce que Ether prend du volume. C'est très cyclique le marché. Si Ether commence à mettre un 20%, un plus 30%, un plus 50% sur une semaine, croyez-moi qu'on va avoir des low cap sur Ether qui vont commencer à revenir. Et on aura un pump fun sur Ether. C'est pas impossible en réalité. Et c'est important de le comprendre. Et ça, ça va être une aubaine où là, Ether sous les 2000 $, peut-être sous les 1500 $, peut-être sous les 1000 $, je trouve que ça va être des niveaux très très cool pour rentrer pour les 3 prochaines années, on va dire. Bah là, même actuellement, hein, tu es sur des niveaux pas dégueux. Hein, on est à quoi, à 1800 là aujourd'hui? J'ai Ouais, pas checké du tout. 1800, clairement. Ouais, clairement, c'est des niveaux très intéressants. Et les gens vont s'en mordre les doigts. Parce que là, les gens, peut-être, vont attendre sous les 1500, peut-être sous les plus bas. Mais déjà, là, on est sur des niveaux intéressants pour du long terme. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'Ether. C'est la blockchain numéro 1. En fait, tu vois, c'est un investissement qui est si peu risqué en réalité. Si on compare aux cryptos, c'est le deuxième investissement le moins risqué. On a un ETF. On est sur un actif qui génère des rendements. C'est le plus gros point, je trouve, bullish. La différence de Bitcoin, d'Ether, c'est qu'Ether, on peut avoir du 3%. Et ça, c'est pas encore disponible pour les institutions, pour les ETF. Mais si les ETF ils ouvrent cette porte de rendement à tout le monde, ça va être monstrueux. Enfin, les gens vont s'arracher pour avoir un 3% annualisé. Et encore plus, hein, parce qu'ils peuvent très bien utiliser un liquid staking. Donc, ils ont 3%, plus ils peuvent faire travailler leur token dérivé sur du bundle, sur du AAV. Ils peuvent emprunter, et ben, hop, ils vont racheter de l'Ether. Enfin, ils ne vont quand même pas faire des boucles, mais c'est vraiment une idée de comprendre que quand même, Ether a quand même une plus-value vis-à-vis de Bitcoin. Gardez-le en tête. Ether, c'est le deuxième. Ça a toujours été le deuxième pour une bonne raison. Et malheureusement, là, on a pas mal corrigé. Et je pense que c'est aussi pour une bonne raison. C'est que Ether a hyper bien. Ether était sous les 100 $ quand même en 2020-2019. Donc, en l'espace de 2 ans, Ether a fait un fois 50, on va dire à peu près. Donc, c'est normal qu'il ait, je trouve, plus de mal et à digérer, on va dire, toute cette hausse-là que Bitcoin. Je pense que Bitcoin, tu vois, donne-moi ton avis, Buti. Je pense que Bitcoin, lors du dernier cycle, a un petit peu déçu les gens. Ils se sont dit, merde, je m'attendais vraiment à qu'il aille plus haut. On a fait un top à 68 000 $. On était plus ou moins à 5 000 $, 10 000 $. Alors que Ethereum, personne n'a dit, je m'attendais. Non, Ethereum, tout le monde était, waouh, il a fait une performance avec tel catalyseur d'Ether 2.0 qui passait en proof of stake. Je ne sais pas comment tu trouves ce point-là. Bah, c'est vrai que Bitcoin était le call des 100K, c'était l'alpha et l'oméga dans le cycle de 2021. Hein. Tout le monde le voyait atteindre les 100K ou pas loin, le Bitcoin, quoi. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Moi-même, j'ai été un peu déçu de la perf de Bitcoin sur le cycle de 2021. Ouais. Attends, c'est peut-être pas très bien représentatif, ouais, comme ça on voit un peu mieux. Ether, vraiment, waouh. Il a bouffé Bitcoin au moins sur la dernière jambe haussière, comme souvent. Mais là, par contre, c'est vrai que le décalage, et ce qui fait que c'est un meilleur risk-reward. Ether, pour l'investissement, est dans un meilleur risk-reward que BTC. Même si c'est BTC, c'est BTC. Ether, c'est Ether, hein, c'est la même chose en réalité. Enfin bon, c'est pas un live pro Ether. Hein. NFA, Dior, je ne suis personne, c'est le marché qui décide. Et Ethereum, s'il veut aller à 0, si Vitalik fait n'importe quoi, il va aller à 0 point barre. Il y a plein de choses qui se butent sur Ethereum, mais ça prend du temps. Et oui, c'est pas toute cette phase de ce qui se passe au niveau d'Ethereum et DL2. Ça prend du temps et c'est pas sexy. C'est le problème, à la fois le problème et ce qui fait que moi je crois à Ethereum, c'est que il se met pas du côté sexy de la chose, ça bulle dans silence. Et un jour, je pense que le marché pricera ça. Mais peut-être que je suis dans la religion. Hein. Mais je pense que le marché pricera Ethereum à un moment donné, parce qu'il y a il y a beaucoup de choses qui se font, mais ça prend du temps. Et Ethereum un petit peu dans cette phase-là. Mais en tout cas, moi, je reste assez convaincu sur Ethereum sur le moyen long terme, en tout cas, on va dire. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens en commentaire, mais n'hésitez pas à mettre vos avis par rapport à ça. On est vraiment ouvert au débat, c'est avec grand plaisir. Si vous pensez autre chose par rapport à, si vous avez des choses à rajouter. Si je reprends les questions, avant de passer au low cap, il y a Diroko qui nous demande si c'est le bon moment de racheter les altcoins ou bien attendre la journée de demain.
Bah, en vrai, je t'avoue que là, c'est trop sur du court terme. Je pourrais pas dire. La news de demain, il va y avoir de la volatilité. Voilà, là, on a ouvert la semaine dans le vert, mais ça veut rien dire. Souvent, même quand on ouvre la semaine dans un sens, finalement, la fin de semaine, on part dans l'autre sens. Donc, voilà, je ne peux pas te dire. Sur des altcoins, il y a des altcoins où on est sur un bon moment quand même pour investir sur un horizon un peu plus long terme. Typiquement, si on peut en citer quelques-uns, on a Tao qui revient quand même sur des niveaux assez intéressants. Même si on peut passer sous les $200, on est quand même sur des niveaux intéressants actuellement. On a je sais pas, le AAV, par exemple, pareil en diffé, je vais de trouver, mais AAV qui aussi voilà, rentre sur vraiment des niveaux intéressants. Là, typiquement, quels sont les niveaux intéressants? Vous pouvez tracer un Fibo. Là, regardez, si je clique ici, vous voyez que j'ai pris le point bas ici, j'ai pris le point haut ici. Et ensuite, vous regardez entre les 61,8 et les 88,6, c'est les niveaux d'achat long terme d'un Fibo sur les altcoins, enfin sur les actifs, les cryptos, peu importe. Et donc là, vous voyez qu'on est rentré déjà dans cette petite box, dans cette box-là d'achat long terme. La box, elle est entre 182 $ et 87 $. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien acheter là, d'avoir un très bon prix pour du long terme, mais on peut quand même descendre plus bas et être peut-être en divisé par 2 sur votre prix d'entrée ici. Donc le but d'un DCA, c'est là l'idée, c'est de faire un DCA. Si vous avez 1000 $, vous mettez 100, vous mettez 100 ensuite, vous mettez 150, vous mettez 200, vous mettez 300. En fait, plus vous descendez, plus vous avez vous avez un ordre limite élevé pour lisser votre prix vers le bas. C'est super important. Ouais. C'est comme ça qu'on DCA. Et si votre prix n'est pas touché, c'est pas grave. Au pire, vous rentrez ce qui vous reste au moment où vous avez vraiment une confirmation de retournement. Donc, vraiment, voilà, on a bien consolidé et on est en train de break une figure de retournement, peu importe. C'est vrai que là, c'est un couteau qui tombe. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut vraiment, on va dire, investir comme un pro. C'est comme ça qu'on fait, en fonction de votre profil. Et bien sûr, je précise, la journée de demain, je pense que c'est Trump, c'est le Liberation Day, là où il va annoncer les nouveaux droits de douane. Après, j'ai tendance à penser que ce genre d'événement, vu qu'il est connu par tous, il est pricé. Donc, si de la volatilité y a, je pense qu'elle peut être vers le haut, entre guillemets, parce que la peur, entre guillemets, que déclenche cet événement est déjà pricée en amont. Après, je ne sais pas moi. En tout cas, pour te répondre, Diroko, sur ma vision, pour moi, ce n'est pas le moment de racheter des altcoins, ni aujourd'hui ni demain. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas commencer des DCA, comme vient de te le dire très intelligemment Gazer. Hein. Mais pour mettre du lourd sur des altcoins, pour l'instant, 99% pour moi, ce n'est pas le bon moment du tout. Voilà. Donc, moi, je n'y vais pas actuellement sur les alts. Mis à part un petit peu de TH sur lequel j'ai commencé à DCA sur la zone en dessous de 1850. Ouais. Mais c'est un DCA. Et c'est pour du long terme. De quoi? J-Pundle a l'air vraiment sympa, il tient vraiment bien la route. Oui, bien sûr, il y a des exceptions. Mais je parlais au global. Il y a chercher, hein, il faut être un peu plus expérimenté, c'est du court terme. C'est aller chercher un rebond. Et comme je vous ai dit, je surveille les 50 de RSI sur BTC en daily pour voir est-ce qu'on peut aller chercher 95 000 $. Si c'est le cas, dans ce cas-là, peut-être s'exposer sur quelques altcoins pour jouer le rebond. Quoi. Merci pour vos conseils, super vidéo. Merci à toi, Diroko. Pas de souci, Diroko, ouais, tout à fait avec plaisir. J'ai une question de Mookie aussi, ou Mouchi, je ne sais pas, mais qui nous dit en termes de RR, vous pensez qu'il est mieux d'acheter du Tao ou de l'Ethereum? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Je trouve que c'est un live très intéressant parce qu'on aborde vraiment plein de points très, très cool. Pour te répondre, quand tu hésites entre deux tokens comme ça, n'hésite vraiment pas. Tu vas sur TradingView, tu vas comparer les deux tokens. Donc là, typiquement, TAO et Ether. Donc, je vais comparer l'Ether face à TAO. Donc, tu mets les deux, TAO USDT, on va prendre MEX, et Ether, on va prendre Ether USDT, Ether. Voilà. Là, tu vois, j'ai pris la paire de Binance Ether USDT, j'ai pris le TAO en USDT, donc avec le petit slash au milieu, j'enter, hop, et là, ça me donne l'Ether vis-à-vis du TAO. Donc, on voit la performance d'Ether face à TAO. Là, on peut voir que typiquement, en vrai, on va faire une analyse simple, hein, parce que ça, c'est pas une paire qui va influencer. Personne ne regarde cette paire quasiment. Mais l'idée, c'est simple, c'est qu'on a des plus bas, toujours plus bas, etc. Donc, peut-être on va avoir un retournement ici. Et graphiquement,
on dirait qu'on a envie, hein, mais bon, clairement, ça ne veut rien dire. On pourrait vraiment ensuite refaire une jambe baissière comme ça. L'idée est simple. Actuellement, on a refait un plus bas ici, même si on a fait un plus haut ici, plus haut que ce dernier. Malheureusement, il reste plus bas que celui-ci. Donc, pour moi, la tendance d'Ether face à TAO, j'ai l'impression qu'Ether sous-performe TAO. En tout cas, c'est ce qu'il fait actuellement depuis mai 2023. Donc, il y a un monde où peut-être tu as un meilleur. Alors, pas un Ether, il y a moins de risques, très clairement. TAO, tu as plus de risques. Par contre, en termes de reward, de rang, de gains derrière, TAO a l'air d'être un meilleur choix. Et après, c'est vrai que tu me demandes un choix qui est très difficile parce que pour moi, Ether, c'est un très bon risk-reward parce qu'il y a peu de risques, on va dire, sur l'investissement long terme. Et tu as quand même pas mal de rewards. Et en vrai, je pense que c'est imbattable en termes de risk-reward actuellement sur le marché. Donc, en vrai, en termes de risk-reward, je te dirais Ether. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de si tu veux vraiment faire de la performance, TAO, tu as quand même un gros catalyseur qui est le halving qui arrive en fin d'année. Et donc, c'est vrai que c'est aussi un très bon risk-reward. Là, par contre, tu as plus de risques, c'est plus incertain, c'est moins long terme. Mais par contre, c'est vrai que tu as quand même des bons rewards. Et voilà, un reward peut-être à un x5 ou autre si on passe la barre des $1000. Et ça va très vite accélérer si on passe cette barre-là. Ce qui est intéressant sur Tao, c'est de voir aussi la dynamique avec les DTAO, parce que il est en fusion, l'écosystème. Hein. Ouais, clairement, ça build. Donc, c'est très, très cool. Tao est un très, très bon projet. Je dis pas ça parce que c'est ma plus grosse ligne, hein, mais voilà, c'est parce que je trouve vraiment que C'est ta plus grosse ligne parce que tu trouves que c'est un super projet. Voilà, oui, voilà, dans ce sens-là, exactement. Mais oui, je partage assez ton analyse. Moi, j'ai les deux. Hein. Voilà, moi aussi. Donc, c'est ma deuxième plus grosse ligne, c'est Ether, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est une question qui est difficile parce que là, tu nous mets les deux projets sur lesquels on a le meilleur RR en réalité, selon nous. Mais oui, Tao, en plus, quand tu vois ce qu'était Tao quand il était à 800, bon, après, c'est du fondamental, hein, bien sûr, et le marché, pour l'instant, n'est pas prêt à pricer Tao, on le voit bien, donc on ne va pas se leurrer. Mais quand tu vois fondamentalement, Tao, il a atteint quoi, 800, non 800 $. Ouais, il a atteint 800, ouais. Et quand tu vois le projet, ce que c'était, et maintenant le projet, ce que c'est à 230, je trouve ça ouf. Ouais. Je trouve ça ouf parce que le projet a beaucoup évolué dans le bon sens, quoi, avec justement l'arrivée des DTAO, qui a rendu l'écosystème, qui donne un petit côté spéculatif à cet écosystème qui me semble très intéressant. Quoi. Ouais, c'est En exactement tout cas, ça. penchez-vous dessus, il y a des choses qui se passent du côté de Tao. Et honnêtement, on pourrait passer son temps sur l'écosystème Tao en ce moment parce que il y a beaucoup, beaucoup de subnets, il y a beaucoup de choses à voir. C'est un écosystème qui est en train de naître. Donc ouais, en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que on n'est pas sur un truc qui est mort. C'est un truc qui build et que pour l'instant, le marché n'est pas prêt à le pricer. Donc on le constate, on gère nos positions en fonction. Mais si on a une vision moyen-long terme, eh ben, c'est intéressant de voir que justement, c'est un projet qui build, c'est un projet qui évolue, c'est un projet qui attire l'attention aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent justement du côté des subnets. Donc voilà. Toi, tu joues un petit peu les subnets sur Tao? Alors, Les pas alternatives. encore. Je ne suis pas encore énormément penché. J'ai regardé quand même pas mal de choses. J'ai suivi ce qui se passait. En vrai, c'est juste que comme je trouvais que Tao n'était pas encore dans une phase où je me dis il va rebondir, c'est reparti. Enfin, comme le marché global n'est pas dans une phase de risque, qui a envie de prendre du risque, j'ai encore une marge de temps. Mais très clairement, je vais m'y intéresser prochainement. Très clairement. Il y aura Parce de que belles choses. les perfs, elles sont insane. Hein. J'ai mis 10% de méta au-dessus. Je suis dégoûté de ne pas avoir mis 100%, mais je suis dégoûté a posteriori, bien sûr. Hein. Ouais, ça a déjà bien pump là. Bah, il y a beaucoup de choses qui pump, ouais. Ok, Ouais, trop bien. sur les subnets, il y a pas mal d'activités qui se passent dessus, donc il y a des choses intéressantes. Mais bon, bref, c'est un écosystème qui continue, moi, de me passionner un petit peu. Donc moi, je reste dessus et c'est vrai que c'est une grosse position aussi, Tao, dans mon portefeuille. Ouais. Eh ben, de rien, Moki, en tout cas, super intéressant. Bah, écoute, tant mieux si ça a pu t'aider, ça fait plaisir. Et merci à toi pour la question. On va Tiens, peut-être typiquement, passer. Ouais, moi, vas-y, justement, c'est intéressant ton texte sur Tao là. ce que je voulais montrer justement par rapport à ce que je disais par exemple avec le BTC, ce que je surveillais en monthly. Tu vois, typiquement, Tao en monthly, tu vois, ce M qui a été validé, il a été validé à cette clôture ici, donc cette grosse bougie ici, tu vois. On a clôturé là à 400, bon, on l'a clôturé à $440.
bah, typiquement là, cette clôture-là, si je faisais vraiment une analyse où voilà, et j'aurais dû finalement dans mon analyse de Tao, bah là je me dis ok, on vient de clôturer un gros M en monthly dégueulasse. Pour moi, je peux commencer à prendre des profits, sortir du Tao parce que je trouve qu'en monthly c'est plus très beau quoi. Et typiquement, on a quand même bien dégonflé depuis. Et avec cette mèche ici, bah, j'aurais pu sortir, enfin, voilà, si on a eu cette analyse, on aurait pu sortir au mieux à 580 $ quoi, quasiment. Donc, c'est assez intéressant de regarder ces M au niveau du RSI, en monthly surtout. Ça a vraiment un gros impact. Un gros impact. Tout à fait. Donc, voilà, c'est pour un peu plus Tao, contextualiser par exemple sur BTC. Tao, tu recharges ou pas en ce moment? Ouais, Tao, j'ai rechargé ici. Donc là, j'ai pas encore rechargé, je t'avouerai. Mais par contre, c'est une ligne où, en fait, là, c'est vraiment ma plus grosse ligne. C'est pas la ligne où j'ai envie de forcément reprendre du risque encore dessus. Ouais. Mais c'est une ligne qui m'aurait, si j'étais pas exposé ou pas assez exposé selon mon profil, clairement, sous les 300 même, c'était des zones, pour moi, c'est des zones très intéressantes. Même si on Ouais. est passé sous les 160, hein, très clairement, pour du long terme, avec le catalyseur que je crois que je l'ai mis, ouais, ici. Le catalyseur du halving, je l'ai mis le 5 janvier 2026, c'est plus ou moins vers là. Hein. C'est pas tout à fait ça, mais c'est plus ou moins La date n'est pas vers. fixe, c'est un nombre de blocs, c'est ça? Hein? En fait, comme tu as du recycling, beaucoup de gens pensent que Tao, c'est la tokenomics du BTC, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On a quand même des différences. Et typiquement, quand vous enregistrez un subnet, vous devez payer un certain montant de TAO et ces TAO sont retirés de la circulation. Ils sont remis en fait, dans le mécanisme de mintage. Donc, en fait, vous retirez des TAO, ils vont de nouveau être mintés, distribués, alors qu'ils ont déjà été distribués il y a peut-être un an, j'en sais rien. Et en fait, du coup, ça retarde le halving puisqu'il y a des TAO qui sont retirés, ils sont remis dans la unsupply. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc Donc oui, c'est un petit peu différent que BTC. ouais, c'est ça.